Service des sports, son réseau de correspondants et son équipe de consultants pour commenter l'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Faire vivre les résultats et les matchs en cours. C'est ici que ça se passe. Top départ. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de Top Départ de la saison Sphinx. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons en ce mercredi 13 septembre 2023 pour vous présenter cette émission. Cette saison sera une saison de découverte, d'innovation à quelques mois des Jeux Olympiques Paris 2024. Le sport guinéen a besoin plus de visibilité, du soutien des autorités du pays. Un échange fructueux doit avoir lieu entre les fédérations pour pouvoir mieux gérer les bien évidemment des unes des autres. Au-delà de l'organisation des championnats ou des compétitions nationales, les responsables des fédérations doivent entreprendre des initiatives dans la pratique du sport. Le sport au départ, comme vous le savez, est fait pour permettre donc aux gens d'être bien en termes de santé, d'épanouissement, mais aussi en termes de cohésion sociale. Les fédérations, bien évidemment, comme vous le savez également, doivent créer des champions, mais aussi mettre des stratégies en place pour que leur discipline soit accessible à tous, et cela ne pourrait être possible sans l'appui du gouvernement. Les autorités sportives du pays, à tous les niveaux, doivent créer une transversalité afin de permettre de répartir des fonds que l'État octroie éventuellement aux fédérations. Il est important d'avoir une reconnaissance envers certaines disciplines sportives qui ne sont pas reconnues, mais qui font un sérieux travail. Une semaine, on va dire, une entente doit exister entre toutes les parties parce que le ministère n'est rien sans les fédérations et vice-versa. Pour ce premier numéro de Top Départ, nous ferons le point sur les préparatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que la Guinée participera à la plus grande compétition sportive de la planète? Si oui, comment elle se prépare sportivement et administrativement? Nous aurons un répondant à la personne du chef de mission du Comité national olympique et sportif guinéen Paris 2024 que nous allons recevoir sur ce plateau. Et puis le handball s'invitera dans cette émission dans la dernière partie. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité. Restez avec nous, une transition et puis on revient. Top départ. Voilà, retour sur ce plateau donc avec nos invités bien évidemment. Nous avons notre chef service sport, Paul Fatia Tunkara. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue Elage. Merci. C'est Elage Mohamed Fatia Tunkara. Ah ben oui, ça va, ça le fait. Ça fait plaisir de te retrouver mon cher ami. Merci. Et nous avons Mamad Boiba, notre entraîneur de surface. Bonsoir Boïa. Bonsoir Alceni Baldé, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous ont manqué ces 2 derniers mois, même si moi j'étais présent à l'antenne à partir d'août à travers les reportages que j'ai fait pour la rédaction politique d'Espace TV. C'est un plaisir de les retrouver. On le disait moi-même et Paul Tunkara l'année dernière, c'était un défi de leur servir autrement. On parle beaucoup plus de football, mais Top Départ offre une autre fenêtre pour mettre la lumière sur les autres disciplines. Et je pense que l'année dernière, on a fait un excellent travail. Cette fois-ci, on va essayer encore de nous surpasser pour faire mieux. Et c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Cette fois-ci, c'est un peu bizarre parce que Paul se retrouve de l'autre côté. Le chef service sport. Quand il est là, ça fait plaisir justement. David, c'est lui qui distribue la parole, même si parfois il est un peu agressif. Très poignant. Avec le timing. À chaque fois, il décape comme ça. Il faut. Aujourd'hui, c'est nous qui allons le faire. Voilà. On va retourner la monnaie. Très bien. Alors, vous avez compris justement, c'est une saison d'innovation, de beaucoup d'attractivité justement avec les Jeux Olympiques qui s'annoncent effectivement avec notre invité. Il s'appelle bien évidemment Monsieur Ousmane Tunkara, pas Tunkara, Ousmane Kamara. Voilà, il est le chef de mission du Comité national olympique et sportif guinéen et pour Paris 2024. Bonsoir Monsieur Kamara. Bonsoir Monsieur Baldé, bonsoir Monsieur Tunkara, bonsoir Monsieur Diallo. Monsieur on va le nommer comme ça, Monsieur Diallo. Non, on vous a déjà rebaptisé la dernière fois. On l'avait déjà fait, donc ne revenez pas dessus. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous pour parler un peu
les préparatifs de Paris 2024. Bien. On reviendra donc longuement sur ces préparatifs. Paul Fatia Tungara, comme vous le savez, hein, la saison dernière, ou je vais dire les Jeux Olympiques de Tokyo, a été entachée de difficultés au niveau de l'État, au niveau de toutes les fédérations qui devraient participer à cette compétition. Il y a eu du retard pendant que les athlètes guinéens étaient dans l'avion. On va dire ces autres homologues étaient déjà sur les tatamis, sur les rings, sur la piste d'athlétisme. Alors, selon vous, quelle lecture faites-vous aujourd'hui par rapport à ces manquements qui ne cessent de se perpétrer, en tout cas à ce qui concerne le sport guinéen? Des manquements qui sont, je dirais, qui sont observés ou qui sont faits à dessein. Soit parce que le sport n'est pas une priorité au plus haut sommet de l'État avec les pouvoirs publics, ou soit parce que les administrateurs aussi ne s'y prennent pas beaucoup plus tôt, quand on sait que c'est une compétition qui se tient après chaque 4 ans. Donc il faut très vite préparer la monture pour éviter ces surprises désagréables. On a vu par exemple pour les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est un Guinéen qui a dû même faire promener exactement le drapeau, le porte-étendard, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Alors pendant que ça tiraillait ici entre le comité olympique et la présidence, le comité olympique qui avait déjà déposé au niveau de la présidence le budget adjoint du cahier de charges de la compétition, sauf qu'au niveau de la présidence, on avait flambé, on avait dopé, on avait suffisamment gonflé, si je peux me permettre, surfacturé même le budget que le comité avait initialement prévu pour supporter toute la délégation du côté de Tokyo. Par la suite, il y a eu des tractations entre le ministère des Sports et la présidence. On a dit non, il n'est pas question que la Guinée soit absente au plus grand rendez-vous sportif du monde. On s'est grouillé à trouver les moyens permettant à nos athlètes de se rendre, de reprendre présence à cette compétition. Ils étaient à bord de l'avion lorsque le top départ des Jeux Olympiques a été donné. Ils sont arrivés, ils étaient obligés de s'acheter certains équipements sur le marché du côté donc de Tokyo. Après la compétition, est-ce que les primes avaient été payés? Grosse interrogation. Est-ce que ceux qui avaient été payés, les ayants droit ou les bénéficiaires sont entrés en possession de ces primes? Ça, c'est tout un mythe qui entoure cette autre équation. Pour moi, je pense que quand on parle des Jeux Olympiques, au-delà même de la compétition qui se joue sur l'arène ou sur le ring ou bien sur le terrain, il y a aussi une question de représentativité, de visibilité. Justement. En termes d'organisation, en termes même d'esthétique, en termes même d'esthétique. Quand vous avez des athlètes qui paraissent bien, qui sont mieux équipés, qui paraissent bien, qui se sentent décontractés dans leur peau, dans leur tenue ou dans leurs accoutrements de compétiteurs, mais lorsqu'ils se mirent dans l'accoutrement de leurs adversaires, c'est la défaite déjà qui s'annonce en fait. J'espère que le comité va se prendre très tôt pour ces Jeux Olympiques. C'est justement pour cela on a M. Camara sur ce plateau qui va nous donner beaucoup plus de détails par rapport à ces préparatifs. C'est vrai, ça reste encore du temps, mais c'est qu'il faut préparer très tôt cette compétition. On reviendra justement, vous aurez la parole. Mais avant de vous donner la parole, Poy également a une lecture à faire par rapport bien évidemment à ces difficultés du sport guinéen à décoller en général. Bon, moi je pense qu'il y a deux facteurs qui bloquent le développement du sport guinéen en général. Dans un premier temps, on va parler du manque de moyens financiers. On sait que nous sommes un pays pauvre. Quand on dit pauvre, c'est vraiment pauvre. Ça, c'est indéniable. L'autre facteur qui nous fatigue, qu'on pourrait éclater en deux, c'est d'abord l'amateurisme et le manque de transparence. Par exemple, un budget du Comité national olympique qui est prévu pour, donc, qui est afférent au voyage d'une délégation qui doit représenter la Guinée aux Jeux olympiques. Et à mon avis, si ce budget était public, le comité prenait le soin de mettre ce budget sur son site internet, tout le monde pouvait être au courant. Et parce que là, les contrôleurs au niveau de la présidence ou du ministère de l'économie et des finances, ou en tout cas les institutions de l'État en charge de surveiller ce dossier, n'allaient pas se poser 1000 questions pour savoir combien est prévu pour
telle compétition ou telle autre compétition. Ça, c'est un facteur important à ne pas négliger. Parce que entre le comité, du comité à la présidence, je vous assure que beaucoup de zéros peuvent s'inviter dans le budget qui est initialement prévu. Bien. Ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est quand même l'amateurisme. Oui. Avez-vous une compétition, pour le rappeler, c'est tous les 4 ans, les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est un rendez-vous où tous les pays, normalement, doivent être représentés. C'est pourquoi, parfois même, on n'a pas besoin de qualification. On envoie un certain nombre d'invitations à certaines fédérations pour que ces fédérations amènent des athlètes afin que ces pays soient représentés. On aura ces détails avec M. Camara, rapidement, pour terminer. Si on est vraiment sérieux avec le travail qu'on fait, la moindre des choses, c'est de se préparer conséquemment et avoir au moins une base de données des athlètes qui doivent représenter et dans quelle discipline on doit être représenté. On peut ne pas être représenté dans toutes les disciplines, mais dire qu'au minimum, il nous faut tel nombre d'athlètes. Bien. Il faut passer par tous les moyens. Voilà, il y a un répondant justement pour toutes ces questions. D'abord, M. Camara, merci encore d'être là avec nous et pour éclairer la lanterne des téléspectateurs et de nous-mêmes justement, de la façon dont vous avez entamé le travail et peut-être jusqu'à l'acheminement au niveau donc, du gouvernement. Alors, peut-être la première question. L'enseignement qu'ils ont tiré du fiasco. On va terminer. On va juste terminer. On va vous revenir. Donc, d'abord, rappelez-nous, c'est quoi votre rôle de chef de mission, justement, au niveau du Comité national olympique Paris 2024? Okay, merci, M. Baldé. Et moi, je suis le chef de mission de JO de Paris 2024 au compte de la Guinée. Et mon rôle, c'est d'acheminer l'équipe, toutes les équipes guinéenne à Paris. Donc, déjà, on a fait une première réunion en Ouganda. Et la deuxième réunion s'est passée à Paris au mois de juillet passé. Donc, nous sommes vraiment en train de se battre pour que les Jeux olympiques de Paris, pour que la Guinée soit bien représentée et dignement représentée. Comme vous le dites, on veut éviter les fiascos des JO de Tokyo. Comme vous le savez tous, ça a été vraiment une pagaille. Donc, le comité olympique, à la tête, monsieur Nansoko, il veut vraiment mettre fin à tout ça. Parce que on a vu que en Guinée, on prend le train en route. Donc cette année, vraiment, on va prendre le train au départ. Dès au départ, il faudrait qu'on prenne le train. Bien. Donc aujourd'hui, nous sommes bien avancés dans les préparatifs des Jeux olympiques. Au niveau de Paris, comme au niveau de Conakry. Donc au niveau de Paris, nous sommes en train de réserver les hôtels pour les délégations guinéennes. Et au niveau des dignitaires, le dernier délai, c'était aujourd'hui, demain, le 15. C'est quoi les dignitaires? Les dignitaires, c'est si le président de la République veut partir, sa chambre sera réservée. Si le ministre des Sports veut partir, sa chambre, et quelques membres du ministère des Sports. En plus de ça, il y a le président du comité olympique et son secrétaire général qui doit impérativement être à Paris. Déjà, leur hôtel est réservé, tout est payé. D'accord. Oui, oui. Justement, peut-être, l'enseignement qu'on pourrait tirer, c'est, parce que vous le rappelez tantôt, pour Tokyo, le voyage a failli être avorté. Et ça, c'est indéniable. Et moi, j'ai aussi une inquiétude parce qu'il y a les Jeux de la francophonie qui viennent de s'aspect récemment. Et il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient prévus. Malheureusement, on était obligé d'amputer la délégation parce qu'on faisait face à des contraintes budgétaires. Est-ce que vous avez eu un bon retour au niveau des autorités que cette fois-ci, la délégation entière effectuera le déplacement? Et est-ce qu'au niveau du comité, vous avez quand même pensé à faire un budget intelligent pour ne pas se retrouver face au même fiasco de Tokyo? Allez-y. Déjà, nous, on a une délégation, on a composé une délégation. De combien de personnes? De 43 sportifs, de toutes les disciplines, parce qu'on a pris les 9 disciplines. Les 9 disciplines, il y a l'athlétisme, il y a la natation,
il y a tir à l'arc, boxe, judo, lutte, football, taekwondo et tennis de table. Donc, c'est 9 disciplines qui sont retenues d'abord provisoirement pour les Jeux olympiques. Maintenant, ça appartient à ces fédérations de faire qualifier leurs athlètes. Parce que n'oubliez pas que les Jeux olympiques, il y a un problème de qualification, comme il y a un problème d'universalité. Donc, nous, en Guinée, aujourd'hui, on cherche à qualifier nos athlètes parce qu'il ne faut pas être figurant. La différence entre la qualification et l'universalité, c'est quoi? La différence, c'est que la qualification, il faut que l'athlète... Il faut passer par une compétition pour avoir... Il faut passer par une compétition avec un minima. D'accord. Si on fixe un minima de 9 secondes en 100 mètres, si vous n'atteignez pas ça, vous ne pouvez pas être qualifié. Donc, parce que les organisateurs savent qu'il y a des pays qui ne peuvent pas se qualifier. Pas du tout. Donc, c'est pourquoi on a aussi imposé l'universalité. Et quand on donne à chaque discipline qui doit participer aux Jeux olympiques 2 personnes, soit une fille et un garçon, pour l'universalité. Mais si la discipline arrive à se qualifier, même si c'est une seule personne qui se qualifie, c'est cette personne-là qu'on va amener. Donc on ne va pas ajouter à une autre personne. Donc 43 sportifs. Voilà, 43 pour le moment. Ça ne peut pas augmenter, mais ça va diminuer. Ça, c'est selon les qualifications. Donc par exemple, si on prend le football est là avec 18 personnes. Si le football arrive à se qualifier, là, s'il n'arrive pas, on ne peut pas les amener. Là, 18 pour le football, c'est le staff technique. Voilà, plus le tout. Les 18, parce que les organisateurs ont imposé ce nombre-là. 18, ça c'est partout. Pour tous les pays du monde. 18. Bien. Donc c'est ça. Vous avez combien de journalistes là-bas? 2. Un d'abord. Mais on cherche vraiment à engager un deuxième. Mais ça ne va pas être facile parce que déjà sur le papier, c'est un seul journaliste qui est programmé. Bon, sur le plan budgétaire, là, je ne suis au courant de rien pour le moment. Je suis en phase de la confection des choses, des listes pour les équipements et les matériels. Donc déjà, on a des accoutrements en commun qu'on a mis en place, à savoir les sous-vêtements, les tenues traditionnelles comme kendili ou bien bazin. Il y a les tenues de parade. Et puis les... Pardon? Non, on n'a pas choisi d'abord l'équipementier. Donc on est en train d'énumérer, d'établir une fiche pour ne pas qu'on soit en retard rapidement. Il faudrait qu'on fasse rapidement. Parce que comme vous le dites, Paris 2024 est loin. Mais c'est bientôt. C'est bientôt. C'est demain. C'est demain. Parce que moi, en tant que chef de mission, je me dis à chaque fois, est-ce que c'est pas demain? Est-ce que c'est pas demain? Donc, mais des fois, je dors pas. Mais dites-nous, Monsieur Camara, quels sont les critères pour la sélection, par exemple, des délégations qui participent au JO de Paris, par exemple? Critères des délégations comme quoi au niveau de... vous dites par exemple le judo est pris en compte. En tout cas, par exemple, une autre discipline comme... le basket, il n'y a pas de basket. Vous savez, aux Jeux olympiques, il y a des disciplines olympiques, il y a les disciplines non olympiques. Donc les disciplines olympiques, c'est ce que je vous ai expliqué comme ça. D'accord. Donc moi l'autre préoccupation, peut-être extra sportive, c'est la fuite des muscles par exemple, la fugue de nos athlètes, parce qu'il s'est jamais passé une compétition comme les Jeux olympiques sans qu'on apprenne qu'il y a qu'un athlète ou un dirigeant même, un dirigeant sportif a pris la tangente, la poudre d'escampette. Exactement. C'est un triste phénomène qui n'est pas que l'apanage de la Guinée. Au Rio de Janeiro, par exemple, en 2016, il y a un athlète du nom de Amadou Camara qui avait fugué. Il y a du côté de l'Ouganda, on parle de 8 athlètes qui ont fugué. C'est un triste constat transversal qui touche toutes les délégations nationales, parce que toutes les délégations sportives africaines, peut-être parce que les athlètes, ils vivent l'enfer sous le couvert des équipes des drapeaux nationaux. S'ils devaient percevoir $3 000 par exemple, comme
près de primes de participation ou de qualification. Ils n'ont même pas le tiers de ces 3 000. Donc, quand ils ont la possibilité de fuir vers des destinations porteurs d'espoir, ils le font parce qu'ils veulent vivre de leur passion. Bien. Quelle garantie le comité peut offrir à l'opinion? Parce que c'est aussi une autre image. C'est l'image. On a vu par exemple les handballeurs, les 8 handballeurs qui ont fugué quand ils sont partis au Costa Rica. Ils ne sont plus revenus. On les a vus par exemple, Sophie, dans les rues de New York. Exactement, une belle parade avec un regard narquois. Vous étiez en train vraiment de nous narguer de regard. Quelle garantie le comité peut offrir que la délégation qui va partir à Paris va revenir intacte? Bien. Allez-y, monsieur Camara. Bon, c'est vraiment regrettable la fuite des muscles, comme vous le dites. Et nous, du côté de la Fédération guinéenne d'athlétisme... Non, vous parlez d'une façon générale, parce que vous êtes chef de mission et membre du comité national olympique. Voilà, globalisé. Donc, nous, on a trouvé des astuces parce que on a vu que non seulement nos enfants qui sont là, en train de s'entraîner pour participer à des compétitions nationales et internationales, donc ils n'ont pas en mesure, ils sont pas en mesure d'abord de se qualifier à ce niveau. Donc du coup, nous on a trouvé des gens binationaux comme le fait le football. Donc pour faire participer ces enfants-là, mais c'est des Guinéens d'origine, pour faire participer à ces enfants afin de rafler les médailles. Et ces enfants sont en Europe là-bas ou aux États-Unis. Ils ne peuvent pas fuir. Mais monsieur Camara, alors c'est pour dire donc, que les Guinéens qui sont là, qui vivent là, qui sont dans les différentes fédérations n'ont aucune chance justement de participer aux Jeux Olympiques. Si, un instant. Vous me permettez de placer ça, monsieur Camara, s'il vous plaît. Allez-y, Boul. Il n'y a pas que les sportifs qui fuient. Oui, justement. Les journalistes peuvent être tentés. Les responsables sportifs peuvent être tentés de fuir. Bon, pour ça, au Kenya, par exemple, il y a 2 ans, figurez-vous que c'est à la veille d'une finale qui devait opposer le Kenya que l'entraîneur de l'athlète qualifié en finale a fui. C'est l'entraîneur même qui a fui, qui a abandonné son athlète. Justement. Voilà. Ça c'est extraordinaire, c'est regrettable. Moi, par exemple, si je prends mon cas, l'année dernière, j'étais aux États-Unis pour les championnats du monde à Oregon. Quand j'étais parti, mais les gens ils m'ont dit, mais pourquoi tu veux revenir? J'ai dit, mais attends, écoutez, moi je suis un Guinéen, j'aime mon pays, je vais revenir. Ça c'est clair. Étant là-bas, mais mon président m'appelait, il dit, mais est-ce que tu... J'ai dit, mais attends, des fois, je le chahute. J'ai dit, bon, moi je reste pendant que j'étais dans l'avion. Mais il a crié. J'ai dit, moi, je ne peux pas fuir, je ne peux plus, je n'ai même pas envie. J'ai pas envie. Quand on reste sur place... Ça dépend des consciences. Non, ce que Paul Tungara veut savoir, c'est ce qu'il y a des stratégies pour quand même empêcher les gens, même s'il faut garder certaines informations secrètes, parce qu'en les dévoilant, peut-être certains pouvaient les contourner. Monsieur, ce que je vais vous dire, la vérité... On ne peut pas garantir à quelqu'un de fuir ou de ne pas fuir. Ça, je vous dis. Parce que quelle que soit votre stratégie, il y a des gens qui vont sortir par les mailles du filet. Ça, c'est clair. Ça, je vous dis. Mais nous aussi, on a notre stratégie à part. On a notre stratégie pour empêcher ces athlètes-là qui vont tenter de fuir. Comme vous le dites, nous, on a sélectionné certains athlètes à l'extérieur, mais il y a d'autres qui vivent en Guinée qui seront qualifiés. Ça, comme par exemple, on a 2 qualifiés en judo, déjà. C'est des femmes. Donc, on cherche à faire aussi qualifier 2 hommes. Bien. Ils vont quitter en Guinée. Allez-y, Paul. Alors, l'autre question que j'ai, monsieur Camara, peut-être ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette fuite aussi des muscles-là est favorisée même par les comités nationaux sportifs. Les fédérations. Non, les fédérations. Parce qu'en lieu et place des athlètes,
désolé, hein, je suis pas en train d'insinuer que on le fait en Guinée, mais je n'en ai pas de preuves. Oui. Mais ce qui se raconte, c'est qu'en lieu et place des athlètes, on marchande les places à d'autres personnes. Oui. Désireuses, par exemple, de voyager, mais qui se sont heurtées plusieurs fois à des refus de visa. Donc, ils passent par le comité olympique ou par la fédération. On les inscrit. Et ça, c'est très dangereux. On les inscrit sur la liste de la délégation officielle, moyennant bien sûr quelque chose. Bien évidemment. Et quand ils arrivent au lieu de la compétition, elles, ils auront préparé le terrain parce qu'ils ont peut-être des attaches, des parents là-bas qui préparent déjà le terrain. Et puis, elle s'évapore. Bien. Donc, est-ce que vous nous garantissez que ça ne va pas se passer comme ça? Parce qu'il y a quand même un entraîneur de la natation, Alpha, qui est en Australie, qui est parti pour la compétition et qui n'est plus revenu de cette compétition. La présidente a été plusieurs fois interpellée par la commission de discipline du ministère en charge des sports, qui a donné son engagement par 3 reprises que Alpha reviendrait. Jusqu'à présent, il n'est pas revenu. Quelle garantie vous offrez? Monsieur Tunkara, moi je suis chef de mission. Je ne suis pas un policier. Non, on va prendre notre disposition. D'accord. Mais quand ce cas pareil là arrivait, là, on ne peut pas faire quelque chose. Mais on va prendre toutes les dispositions pour empêcher les gens d'y rester après les Jeux Olympiques. Ça, bien. Clair. Alors, l'autre question que vous n'avez pas répondu, c'est le retour côté budget avec le gouvernement. Est-ce que vous avez les garanties que cette fois-ci, tout ira bien? Voilà. Côté finance. Déjà, on a fait 2 ou 3 réunions avec le ministre des Sports. Et ça s'est très bien passé, le ministre des Sports et son staff. Donc, raison pour laquelle on a établi cette fiche pour leur présenter. Déjà, la fiche là est partie aujourd'hui au ministère. Donc, nous, on n'a rien quantifié. C'est eux qui vont mettre les prix. Mais nous, ce qu'on va donner, c'est le nombre d'athlètes qui vont participer. Pour le nombre de la délégation qui peut participer, pour qu'ils puissent vraiment trouver tous ces matériels-là et tous ces équipements-là pour ces éléments. Mais le plus souvent, M. Camara, quand vous regardez, ou par exemple, vous n'avez pas quantifié, mais en voyant le nombre d'athlètes et le nombre de personnes qui va constituer, par exemple, la délégation du côté des officiels, peut-être le gouvernement dira, écoutez, c'est trop, il faut diminuer. Alors, est-ce que vous attendez à cette éventualité? Par rapport à ça, moi, je me fixe sur la qualification. D'accord. Le gouvernement, ce qu'on va donner au ministre des Sports, le nombre de sportifs qu'on va donner au ministre des Sports, je sais qu'il va accepter. Parce qu'on va faire une bonne sélection. Et vraiment, quand il voit la liste, lui-même, il va dire, c'est bon. Mais ça, c'est dans le domaine du sport. Maintenant, pour les encadreurs, chaque encadreur qui voyage a son rôle ici. Ça, c'est clair. On ne va pas prendre quelqu'un qui va être là-bas et se couche après. Non. D'accord. Tout est expliqué. Tout est expliqué. Parce que quand on va envoyer ce document-là au ministre, là, ils vont étudier aussi. Mais pourquoi lui? Il faut qu'on puisse être en mesure d'expliquer effectivement le rôle de tout un chacun. C'est ça le problème. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai des appréhensions. D'accord. J'ai des appréhensions liées, par exemple, aux contraintes budgétaires. Par exemple, pour la CAN U23, il y a une liste de 150 personnes qui avaient été proposées au département des sports. Le département, son tout, l'a transmise à la primature. Mais arrivé à la primature, figurez-vous que dans un premier temps, ils avaient décidé que personne n'accompagne le Sili Espoir à la CAN U23. Wow. Les raisons, que ce sont les mêmes hémorragies financières pour les mêmes résultats décevants.
Donc, il ne peut pas engager ou bien adjoindre une délégation de 150 personnes. De 150. Ils ont raboté par 3 la taille de la délégation. Incroyable. Ils ont accepté pour accompagner cette équipe. On a vu, par exemple, avec le handball, on va revenir tout à l'heure sur cette actualité, le Sili senior, lors de mission qui a été signé à retard, parce qu'au sommet de l'État, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est seulement les dépenses du Sili senior qui sont prioritaires. D'accord. Du Sili A qui sont prioritaires. Voilà. Lorsque le budget vous dit qu'on n'a pas d'argent, l'économie vous dit qu'on n'a pas d'argent pour supporter les charges ou le coût de déplacement d'une telle fédération, d'une telle autre fédération, ça veut dire qu'à un certain moment, il faut avoir soit un plan B, un plan C. Parce que le ministère des Sports n'a pas une caisse noire dans laquelle il puise de l'argent pour supporter les charges. Non, le ministère s'est toujours distingué dans le traitement des dossiers sportifs qu'il reçoit sur sa table. Lorsqu'il traite, il transfère à la primature. C'est la primature qui évalue la pertinence et puis qui donne son onction aux autres départements de valider. Voilà. Mais sauf que ces derniers temps, on est dans un régime de transition où les priorités, ce sont les infrastructures routières, où les priorités, c'est de moraliser les finances. Moi, j'ai peur qu'on me dise qu'à un certain moment... C'est pourquoi on a posé la question à M. Camara Boy, s'il vous plaît. Exactement. Oui, parce que s'il y avait des résultats qui suivaient, ça allait encourager les gens. On va s'écouter et tout ira bien. Donc, vous savez, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le peuple de Guinée, par exemple, est inquiet, ou même nous, les observateurs, nous sommes inquiets de peut-être si la Guinée devrait participer à la compétition ou pas du tout. Maintenant, les athlètes qui vont prendre part à cette compétition, ils se sont entraînés pendant des années et finalement, on dit, bon, vous ne participerez pas. Alors que le rêve des sportifs de haut niveau, c'est de participer à des grandes compétitions. Voilà, les journalistes. Il n'y a pas de grands journalistes sans grands événements. Ça, c'est vrai, monsieur Baldé. Ça, effectivement, c'est vrai. Moi, ce que je vais vous dire, aucun athlète ne sera retourné si une fois il a eu son minimum pour aller aux Jeux Olympiques. Ça, jamais. Non, nous voulons les médailles, non? Si on a un athlète qui est parti au championnat d'Afrique, il a eu une médaille d'or, il a eu une médaille d'argent, mais à quoi bon de le retourner? Mais c'est grave. C'est grave. Ça, c'est pas bon pour le pays, ça. Nous, par exemple, notre athlète qui vient d'avoir la médaille d'or à la francophonie, Fatoumata Balé, mais elle sera d'office qualifiée. On attend encore une deuxième compétition, peut-être aux Jeux africains et aux championnats du monde. Maintenant, M. Camara, là où peut-être moi, mon inquiétude, c'est une curiosité en fait. Est-ce que les athlètes qui iront à la compétition, est-ce qu'ils sont pris en charge par le comité international ou bien par l'État qui fait représenter, je vais dire, l'État par exemple guinéen, ou bien c'est le comité international? Ils seront pris en charge par l'État. D'accord. Quand il y a médaille, c'est pour qui? C'est pour le pays. C'est pour la Guinée, non? Oui. Mais pourquoi ne pas supporter les athlètes? C'est pour la Guinée. Non, vous avez dit tout à l'heure... C'est une fierté. Nous, écoutez, M. Baldé. Allez-y. Nous, c'est une fierté pour nous, les encadreurs sportifs, que nos athlètes gagnent les médailles. Nous, on ne gagne rien, ça, je vous dis. On fait ça bénévolement. On n'a pas de salaire. Moi, je n'ai pas de salaire. En tant que secrétaire général, je n'ai pas de salaire. Vous avez des primes quand même quand vous allez aux Jeux Olympiques après la compétition? Oui, pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est des méga alouettes quand même. Mais ça, c'est uniquement pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est 4 ans. D'accord. Et pendant 4 ans, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train, il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour que cela change, par exemple? Il ne faut pas que vos efforts soient vains. De toute façon, vous travaillez pendant 4 ans. Les Jeux Olympiques, c'est pendant 4 ans. Et alors, on ne vous paye pas. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour que cela soit amélioré alors? Il suffit seulement de dire au gouvernement de penser aux sportifs. D'accord. Le sport est un facteur de développement. Ça, je vous dis. Donc, on doit payer et les sportifs et les encadreurs.
il ne faut pas seulement payer les sportifs et laisser les encadreurs. Est-ce qu'on doit payer les sportifs mensuellement ou bien c'est quand ils vont en compétition, ils reviennent, on donne les primes? Quand ils vont en compétition, ils viennent, on leur donne des primes. D'accord. Oui. Mais côté fédération, moi j'ai toujours des problèmes avec les fédérations guinéennes. Toutes fédérations confondues, toutes disciplines confondues, parce que à chaque fois, on tend la main à l'État. Même pour organiser un petit championnat, il faut demander à l'État de nous assister. Alors qu'il y a une multitude de possibilités quand même de trouver des sponsors qui peuvent quand même soutenir ces fédérations. Voilà. De votre côté, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Voilà. Et merci, monsieur. Nous voulons organiser notre championnat cette année à Fria. La Fédération guinéenne d'athlétisme. La Fédération guinéenne d'athlétisme. Ça, c'est particulier. Hein. Oui, ça, c'est particulier. Voilà. Parce que ça, c'est un cas général que j'ai particularisé. Donc, déjà, on a émis notre souhait de sponsoring avec des sociétés, des différentes sociétés. Mais jusqu'à présent, j'ai appelé ce matin, et le championnat, c'est au mois d'octobre. Le matin, j'ai appelé les sociétés là. Personne n'a répondu d'abord. Mais ça dépend aussi, à mon avis, de l'offre que vous leur faites et la visibilité en retour. Parce que s'il faut attendre, par exemple, toute l'année, organiser un seul événement et qui va réunir que 500 personnes, je pense que c'est difficile. Mais vous savez que l'athlétisme, avec Total, on peut regrouper 9000 personnes. Le semi-marathon Total, c'est nous qui organisons ça. Même avec ça, quand on va vers une société, quand même, ils doivent nous accepter. Ils disent, oui, c'est parce que vous manquez de visibilité. C'est tout simplement ça. Bon, c'est peut-être ça. Voilà. Peut-être ça. Maintenant, d'où l'importance, monsieur Camara. D'où l'importance de trouver des journalistes ou bien des personnes qui vont parler de nous à tout moment ou bien organiser même des petits championnats régulièrement. Et là aussi, je vais vous aider. Voilà. La presse s'intéresse à vous lorsque vous faites des mouvements. Lorsque vous dormez, la presse ne s'intéresse pas. Et c'est ça aussi, je sens souvent des discussions parfois attendues avec certaines fédérations. On dit que vous ne parlez que du football. Et voilà, le football au moins, pendant 9 mois, il y a le championnat national. À chaque fois, il y a des compétitions internationales. À chaque fois, il y a un transfert, il y a un mercato quelque part. Ça nous pousse à parler du football. Et c'est vous, durant toute l'année, vous prenez certaines fédérations, le championnat se résume à une semaine. On coupe ça parfois à la Coupe nationale. Si on parvient à le faire, hein, ça c'est ceci, on parvient à le faire. 3 jours. On fait ça par exemple, la Fédération guinéenne de karaté. Et pendant ces 3 jours, les médias qui ont le courage vont braquer leurs micros et leurs caméras sur vous. Et une fois ces 3 jours terminés, c'est fini. Bon, monsieur Diallo, monsieur Ba, vous connaissez le budget du football, non? C'est ça le problème. On dit que l'argent est le nerf de la guerre. Quand on n'a pas d'argent, et on ne sait pas où trouver, vraiment ça va être des problèmes. C'est pourquoi nous, on se bat à tout moment. Même si on perd, mais on va continuer. Moi, je sais que notre championnat, on va l'organiser. C'est ce que j'ai dit à mes amis. On va tout faire. Même si toutes les sociétés là nous refusent, on va le faire. Bien, monsieur. Ce qui est problématique, je vous prends cette indiscrétion, c'est que vous avez des fédérations ici qui, pour organiser une compétition domestique, soit la Coupe nationale ou le championnat, demandent un budget de 150 millions, de 200 millions à l'État. Mais figurez-vous que sur les 200 millions qu'elles demandent, que ces fédérations demandent à l'État, en retour, elles ne perçoivent que 130, 120 millions et autres. Vous savez pourquoi? Non. Parce que l'argent qui est donné dans sa totalité, tu es obligé de le redistribuer à ceux qui t'ont aidé à faire accélérer le dossier dans le circuit. Voilà. Ça veut dire que si tu avais fait un budget de 200 millions, on te donne 120 millions, les 80 autres millions là, eh bien, ceux qui t'ont aidé à booster le dossier, tu leur donnes. Ça veut dire qu'il te manque encore un complément de 80 millions pour arrondir à 200 millions
comme budget qui soutient toi ta compétition. D'accord. Tu es obligé de t'endetter. L'indépendance financière. Parce que si la contribution... Ça, je le dis en connaissance de cause. Oui, justement, on est d'accord. La contribution des membres de la fédération, si elle est significative et que la fédération fait un travail sérieux du lobbying, du marketing pour avoir vraiment des sponsors sérieux qui peuvent accompagner la fédération, je pense que tous ces soucis, je ne dis pas qu'on va totalement éradiquer carrément, mais on va un peu quand même prendre le dessus sur certains soucis. Et ça trouve aussi qu'il y a des membres des fédérations qui n'ont pas les moyens, pratiquement même la dépense est difficile. Donc, comment voulez-vous alors qu'un membre de fédération de tir à l'arc ou peut-être de natation puisse contribuer d'athlétisme à hauteur de 20 millions ou 10 millions pour mettre dans la caisse d'une fédération? Donc, c'est compliqué. La priorité, c'est quoi? C'est la famille. Donc, maintenant, là, ce qu'il faut faire peut-être pour les fédérations, c'est d'amener, c'est-à-dire, c'est de se faire entourer par des professionnels en la matière. C'est-à-dire chercher des gens qui ont fait le marketing, par exemple, qui ont fait la communication, qui accompagnent les différentes fédérations. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Parce que des amateurs, tout simplement, autour d'une institution, ça ne peut pas marcher. Donc c'est ce qu'il faut trouver. Il y a des gens qui évoluent dans le privé, par exemple, et ils ne peuvent pas avoir tel ou tel autre marché. Ils font appel à des cabinets. Et ces cabinets, vous travaillez en termes de pourcentage. Moi, c'est que, à mon entendement, tant que les fédérations n'arrivent pas d'abord à avoir une administration sérieuse, ça ne va pas fonctionner. Et tant que les fédérations n'arrivent pas à être dans la capacité, à mesure de trouver des sponsors, je pense que l'État a plusieurs, disons, est sollicité partout. Quand il y a un trou du côté de Matoto, on dit que l'État doit intervenir. Quand un marché fonctionne mal, on dit que l'État doit intervenir. Quand les priorités sont, la liste des priorités élargie, je pense que c'est à chacun de son côté de se poser. Mais l'État devrait contribuer d'abord en aidant le comité, à travers le comité olympique, de faire en sorte que les fédérations soient mieux structurées. Parce que si tu vas faire une fédération dont le secrétaire général, je m'excuse du terme, est incapable de rédiger un courrier normal. Et vous savez que la forme et le fond, ça compte beaucoup. Donc il faut professionnaliser les fédérations, faire en sorte que l'administration soit efficace et faire en sorte que les gens ne forment pas une fédération, c'est là qui dirige la fédération, que ce soit pas seulement des copains, que les gens soient là. C'est la base d'une élection transparente, libre et crédible. Je pense que c'est ce qui pourrait aider le sport guinéen à grandir. Bien. Alors, peut-être une dernière question, monsieur Camara. Dites-nous alors, quelles sont les relations que vous avez avec les autres fédérations en tant que membre du comité national olympique et aussi chef de mission en vue, bien évidemment, des Jeux olympiques de Paris 2024. Bon, là, il y a une bonne relation entre moi, en tant que chef de mission, et toutes les autres fédérations qui participent aux Jeux olympiques. Et à chaque fois, il y a une compétition. On me fait remonter les résultats de leurs athlètes pour qu'on puisse apprécier et au fil du temps, pour qu'ils puissent vraiment s'améliorer afin de participer aux Jeux olympiques. Même les Jeux africains, les Jeux de la francophonie, on a participé pour que vraiment nous puissions apprécier les athlètes et puis les mettre dans les bonnes conditions de participation aux Jeux olympiques. Bien. Est-ce qu'au niveau du comité, il y a, disons, une équipe qui est en train de surveiller tout ce qui se passe? Vous savez que, par exemple, un athlète qui est qualifié peut, entre-temps, la forme peut baisser. Est-ce qu'il y a un suivi? Non, il y a un suivi régulier pour permettre aux gens de garder la forme initiale. Oui, il y a un suivi. Allez-y rapidement, il y a une commission par rapport à ça. Il y a une commission. Ok, d'accord. Une dernière chose rapidement, avant de remercier monsieur... Moi, peut-être c'est au niveau des équipements. Voilà, les athlètes. Rapidement. Parce qu'on a vu par exemple le tir à l'arc qui va à une compétition avec les arcs cassés. Parfois on est obligé d'attacher ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour éviter qu'on parte acheter au marché les équipements? Au-delà des accoutrements, ici,
que j'ai énumérés, j'ai fait la spécificité de toutes les disciplines en termes d'équipement et de matériel. Donc, comme vous le dites, tir à l'arc, c'est eux-mêmes qui expriment leurs besoins. Ils disent quel type de matériel il faut fournir. Et on écrit tout. Parce que non, une fois, je ne suis pas spécialiste de tir à l'arc. Donc, c'est pourquoi on a appelé tout le monde pour faire qui doit les acheter? C'est le ministère? C'est le ministère, le gouvernement. Déjà, le papier est déjà... donc il y a déjà les besoins qui ont été exprimés et pour toutes les fédérations qui participeront bien évidemment à cette compétition des Jeux Olympiques. Rapidement, Paul, on va terminer avec le handball. Je vais donner chacun une minute pour parler du handball. Justement, la Guinée se qualifie pour le mondial dames junior, justement, si j'ai bien lu sur votre page Facebook, justement. Donc le Sili senior féminin handball est retenu pour le tournoi de qualification des Jeux Olympiques, justement, zone 4 du 11 au 14 octobre 2023 en Angola. Cette participation, qui est une première dans l'histoire du handball guinéen, est le résultat des performances répétées de nos équipes. Je reprends les mots de Paul Fatia Tunkara. Justement, donc la Guinée, après la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde et le Challenge mondial, va à la conquête des prestigieux Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. C'est incontestablement la meilleure fédération sportive ces 2 dernières années en termes de régularité dans les compétitions internationales, en termes également du respect du calendrier de ces compétitions domestiques, le championnat et la coupe nationale, en termes même des résultats, parce que c'est l'une des rares fédérations qui revient bredouille d'une compétition. Il y a le Challenge Trophy qu'on remporte et la Guinée est devenue, avec le gymnase que nous avons, la véritable plaque tournante du handball. On a organisé ici les éliminatoires pour les Jeux africains. On a organisé le Challenge Trophy Junior Continental. Donc c'est au regard de toutes ces performances-là que la Confédération a retenu le handball senior pour disputer les qualifications aux prochains Jeux Olympiques Paris 2024. On a vu cette équipe junior également qui séjourne en Tunisie, qui, figurez-vous, a failli déclarer forfait par faute d'un ordre de mission qui n'est pas encore signé. Je précise qu'il n'est pas encore signé. Mais l'équipe est déjà là-bas qui jouera les demi-finales, justement, le programme des rencontres. Il joue aujourd'hui contre l'Égypte, l'Angola va jouer contre la Tunisie. Les billets ont été pris à crédit à travers SMC Négoce Voyage dirigé par M. Mohamed Bachir, à qui je rends un hommage mérité parce que c'est lui qui, depuis 2020, met les billets à crédit, les billets à disposition de toutes les fédérations sportives. Et depuis 2020 jusqu'à nos jours, l'État lui doit encore des arriérés qui sont impayés. Mais il s'est engagé à ce qu'aucune fédération ne déclare forfait par faute de déplacement, disons, de billets d'avion. Les frais d'hôtel ne sont pas payés en Tunisie. L'équipe n'est pas prise en charge, mais elle est en train de réaliser des merveilles parce qu'elle joue cet après-midi une demi-finale face à l'Égypte. Face à l'Égypte, oui. Non, je pense que l'essentiel a été dit par Paul Tunkara. La fédération guinéenne handball fait partie des fédérations les plus prolifiques. Parce que si vous ajoutez à celle-ci le judo, le tir à l'arc, le basket, ce sont là quand même les fédérations qui parviennent à rehausser un peu le niveau du sport guinéen ces derniers temps. Espérons que l'État va faire en sorte de trouver un moyen d'inciter les autres à faire la même chose que ces fédérations. En faisant quoi? En payant tout ce qu'il doit à ces fédérations, parce que ça les encouragera à dire si on a des résultats, si on a des résultats, on est quand même récompensé. C'est la moindre des choses que l'État peut faire quand même. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire quand tu rentres au pays, quand tu rentres au pays avec une médaille d'or, tout le monde doit sentir que tu as une médaille d'or. Donc c'est à l'État de jouer sa partition et aux fédérations de faire beaucoup plus de sérieux dans le travail, et espérons qu'avec, disons, la refondation annoncée, que ça va apporter fruit. La refondation. Voilà, justement, c'est avec ces mots qu'on va refermer porte et fenêtre de cette émission. Vous l'avez compris, le sport guinéen doit être accompagné. Toutes les fédérations doivent être
je ne dirais pas au même pied d'égalité, mais il faut prendre en considération toutes les fédérations sportives, bien évidemment, les fédérations qui peuvent apporter quelque chose à la Guinée. Après la compétition, il faut leur donner leur prime, et parce qu'ils méritent justement, ils ont travaillé pour ça, c'est leur métier également, donc ils le méritent amplement. Paul Fatia Tunkara, merci, ça a été un réel plaisir. Le plaisir partagé. Avec mon chef. Merci Alcine Balde. Merci Boy. Merci, j'espère que tu seras régulier à cette place. Non, ça dépendra de c'est lui qui m'a désigné. Non, moi c'est lui le patron. Moi, c'est lui qui dit, bon, Alcine, il va faire cette émission. On se connaît, si les sont témoins de ce qui se passe. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Camara. Okay, ça a été vraiment un réel plaisir d'être avec vous. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Merci. Et ça ne sera pas la première fois. On l'espère bien. Ça va être jusqu'aux Jeux Olympiques. On l'espère bien, on sera là. Avec la permission de... Je ne parle pas à sa place, que nous, en tout cas, on accompagnera... on accompagnera la fédération, les différentes fédérations sportives à travers cette émission. Je parle sous le contrôle, bien évidemment. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et permettez-moi aussi de remercier mon président du comité olympique, M. Ben Daouda Nassoko, qui m'a donné l'opportunité d'être parmi vous. Merci. Vraiment, là, je suis très content. Très bien. Merci donc à tous de votre fidélité. L'on se donne rendez-vous mercredi prochain. Merci à toute l'équipe de Fanta, de Lamine Sidibé, de Mohamed Bangoura, Elhaj Mohamed Bangoura, justement, et toute l'équipe. On ne peut pas citer tout le monde, mais merci à tous de votre fidélité. L'on se donne rendez-vous très prochainement. Merci, à très bientôt. Chaque semaine, Space mobilise son service des sports, son réseau de correspondants et son équipe de consultants pour commenter l'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Faire vivre les résultats et les matchs en cours. C'est ici que ça se passe. Top départ.